Et la parole est à notre collègue Jean-Pierre Sueur pour le groupe socialiste et républicain. Merci, Monsieur le Président. Madame le garde des Sceaux, vous avez déclaré que votre seule boussole était l'intérêt du justiciable et l'intérêt général. Je crains que vous ayez perdu, égaré la boussole. En effet, nous avons appris l'existence d'un document issu de votre cabinet qui met scandaleusement en cause la neutralité du service public dont vous avez la charge. Madame le garde des Sceaux, étiez-vous au courant de l'existence de ce document? Deuxièmement, avez-vous demandé qu'il soit établi? Troisièmement, puisqu'il a été communiqué au cabinet du Premier ministre, avez-vous reçu instruction du Premier ministre de faire établir ce document? Quatrièmement, avez-vous diligenté une enquête pour savoir dans quelles conditions ce document a été établi et qui l'a établi? Cinquièmement, quelles sanctions prévoyez-vous de mettre en œuvre à l'égard de ceux qui sont responsables de cette atteinte intolérable à la neutralité de votre service public? Pour vous répondre, la parole est à Madame la garde des Sceaux, ministre de la Justice. Madame la garde des Sceaux. Merci, Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Jean-Pierre Sueur. Oui, je le revendique. Ma boussole, c'est l'intérêt du justiciable et c'est l'intérêt général. Je le dis très clairement, et d'ailleurs dans l'ensemble des décisions qui sont prises pour faire évoluer les juridictions, qu'il s'agisse de la fusion entre tribunal de grande instance et tribunal d'instance, qui au 1er janvier prochain va donner naissance au tribunal judiciaire, qu'il s'agisse de l'éventuelle répartition des contentieux spécialisés entre juridictions, tout cela repose sur une procédure qui a été clairement établie dans la loi de réforme de la justice qui a été votée par le Parlement le 23 mars dernier, et tout cela repose sur des critères objectifs qui sont très clairs et qui sont très transparents. Tout cela repose également sur une analyse contextuelle et donc politique d'une situation, politique au sens, et je le revendique, de la prise en compte de critères socio-économiques, de la prise en compte de critères démographiques, de la prise en compte de critères géographiques. C'est cela qui forme la police, c'est-à-dire la vie de la cité. Tout ce qui est clairement, tout ce qui est partisan, c'est un point que je réfute totalement et je dis clairement devant vous qu'aucun élément partisan ne préside à l'élaboration des décisions publiques. C'est ce que je tenais à réaffirmer devant vous. Monsieur Sueur. Madame la ministre, vous n'avez répondu ni à ma première question, ni à la seconde, ni à la troisième, ni à la quatrième, ni à la cinquième. Vous croyez que c'est habile? Ce n'est pas du tout habile, c'est consternant. C'est consternant parce que reste cette atteinte intolérable à la neutralité du service public de la justice, ce qui n'est quand même pas rien dans notre République et dont vous avez la charge personnellement. Merci beaucoup. La parole est à notre collègue Antoine Lefèvre pour le groupe Les Républicains. Monsieur le Président, ma question s'adresse à la garde des Sceaux, ministre de la Justice. Et à la suite du président Sueur, je vais vous parler de votre boussole. Voilà une semaine que des révélations concernant un email de votre ministère au cabinet du Premier ministre plongent le monde judiciaire et les élus dans le désarroi et la consternation. Ce document, destiné à élaborer une stratégie à adopter pour la suppression de certains cabinets d'instruction, entend cibler et opérer un tri en fonction des scores obtenus par le parti présidentiel et selon les couleurs politiques des élus des villes concernées. Les villes potentiellement visées par la dite réforme se transforment en effet en véritables cibles électorales. Ce procédé est profondément choquant. Comment voulez-vous justifier dans l'organisation territoriale de notre justice une sanction envers les territoires qui ne voteraient pas comme il faut? L'intrusion de considérations politiciennes dans l'ordre judiciaire est un manquement grave à la stricte séparation des pouvoirs et au fondement de la démocratie.
Tous les services de l'État doivent naturellement agir dans l'impartialité. Mais s'il y a bien un qui doit être le plus irréprochable de tous, c'est bien évidemment la justice. Alors, Madame la Ministre, moi je n'ai qu'une seule question et non pas 4. Et elle est simple, j'espère obtenir une réponse. Pouvez-vous nous assurer de la mise en place d'une procédure parfaitement transparente avec des critères réellement objectifs dans le regroupement territorial des pôles de l'instruction? Madame la garde des Sceaux, Madame Belloubet pour répondre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Lefebvre. La réponse est très claire, c'est oui. Oui, je peux vous assurer d'une procédure parfaitement rigoureuse sur des critères objectifs, clairs et des critères qui sont partagés. Et en plus, c'est également construit avec une procédure qui est écrite dans la loi qui a été adoptée par le Parlement. Les critères, ils sont simples, ils constituent pour le pôle de l'instruction, pour les juges d'instruction, il s'agit du nombre de dossiers traités sur 5 ans, ce qui nous donne une moyenne. Et ces critères-là, objectifs, clairs, sont pondérés par la prise en compte d'une réalité géographique, de distance des territoires, d'une réalité socio-économique, d'une réalité territoriale. Et cela aussi est écrit dans la loi, car en effet, dans le texte de la loi, je vous rappelle qu'il est expressément prévu que les conseils de juridiction, composés des magistrats, des avocats et des élus, seront systématiquement consulter, c'est écrit dans le texte de la loi. Aujourd'hui, nous en sommes à des études qui sont des études préliminaires et il est évident que c'est un processus qui est en cours. Le mail auquel vous faites allusion, j'ai eu l'occasion de dire à propos de l'écriture de ce document, qui est un mail de cabinet à cabinet, j'ai eu l'occasion de dire que l'écriture était maladroite et inadaptée, car elle ne correspond en aucune manière aux principes éthiques qui doivent guider l'élaboration de la décision publique. En matière d'organisation des juridictions, il va de soi que seul compte l'intérêt général, la réalité des territoires, des principes et une procédure claire. C'est ce qui est écrit dans la loi, c'est ce que nous faisons et nous serons comptables devant vous des résultats qui seront obtenus. Monsieur Lefebvre. Bien, Madame la garde des Sceaux, même si vous tentez de minimiser la portée réelle de cette affaire, vos éléments de réponse ne retirent en rien le profond malaise qui secoue la magistrature et les territoires. Car vos critères, Madame la garde des Sceaux, sont bien des critères politiciens, notamment lorsque cette note évoque la couleur politique des élus. Il y a 1 an, sur ma proposition de rapporteur spécial de la mission justice, le Sénat avait décidé de valider les crédits de votre ministère. Vous avez témoigné ce midi, au cours de votre audition, votre reconnaissance au Sénat pour l'augmentation de ces crédits. Conscient de l'impératif de modernisation de votre administration, le Sénat vous a soutenu car nous vous faisions confiance pour agir dans l'intérêt du justiciable. En agissant de façon partisane, vous avez trahi cette confiance. C'est aussi pour cette raison que notre commission des finances, qui s'est réunie hier, a décidé de ne pas approuver vos crédits pour 2020. Aujourd'hui, avec une certaine amertume, nous constatons que ce lien de confiance est rompu par une politisation déplacée et indigne d'une justice du XXIe siècle. Merci. La parole est à notre collègue Gérard Longuet pour le groupe Les Républicains. Oui. Merci. Oui, merci, Monsieur le Président. Ma question s'adressait à Monsieur le Premier ministre parce qu'il s'agit d'abord et avant tout d'une question de cohérence gouvernementale dont le Premier ministre a normalement la responsabilité. Madame Sylviane Agacinski a été privée par la présidente de l'université Bordeaux-Montaigne du droit de s'exprimer. Ça, ce sont les faits. La réaction gouvernementale est surprenante. Madame Marlène Schiappa a sauvé l'honneur du gouvernement en exprimant publiquement son désaccord. Qu'il en soit donné acte. Madame le ministre de l'Enseignement supérieur, directement concerné, puisqu'il s'agissait de l'université, a répondu d'une façon assez ambiguë à notre excellent collègue Charles de la Verpillière, juriste éminent, qu'un forum serait organisé. Je souhaite pour elle que ce forum soit accepté par les minorités qui avaient précédemment refusé Madame Agacinski. Mais vos autres ministres
auraient pu eux aussi s'exprimer. Monsieur Castaner, lorsque des agents du service public sont privés d'une formation organisée par la Sorbonne 1 Panthéon, formation que Mohamed Sifawi, qui est bien connu, avait organisée pour les sensibiliser sur le terrain de la radicalisation. De la même façon, je crois qu'il y a un ministre de la Culture, je ne l'ai pas entendu se désolidariser de ceux qui ont déprogrammé Monsieur Charbonnier, assassiné avec ses camarades de Charlie Hebdo et qui est privé à titre posthume du droit de s'exprimer tant à l'université que dans des théâtres municipaux. Nous avons une situation où le ministre de la Culture, demain, va être confronté à des journalistes qui n'ont plus le droit de s'exprimer en direct. C'est le cas d'Éric Zemmour. Il y a une pétition de journalistes. Et nous avons, à cet instant, la certitude que vous ne respectez le droit de parler que si et seulement si les minorités turbulentes vous en donnent l'autorisation. Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, Monsieur Blanquer. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le Président Longuet. Le problème que vous soulevez est un problème bien réel. L'université est née en Europe sur le principe de la liberté de conscience et sur la liberté d'expression. C'est d'une certaine façon elle qui porte notre civilisation depuis le début et l'humanisme qui la caractérise. Et à la base de cet humanisme, il y a la liberté d'expression. Ce qui s'est passé à Bordeaux et ce qui s'est passé à Paris est absolument inacceptable. C'est inacceptable et ça doit nous alerter, parce que ce n'est pas un mouvement spécifiquement français. C'est une sorte de nouveau maccarthisme qui fait que l'on veut s'attaquer à la liberté d'expression. Chacun sait que ce que veut défendre Mme Agazenski ne correspond pas aux positions du gouvernement. Mais c'est notre honneur, et c'est ce qu'a fait en effet Marlène Schiappa, que de dire que, bien entendu, comme le disait Voltaire, non seulement nous ne sommes pas d'accord avec elle, mais nous serions prêts à nous battre pour qu'elle puisse s'exprimer. Et il est triste de voir qu'on enrôle la jeunesse, parfois, dans des manifestations d'intolérance qui consistent à empêcher qu'une manifestation de ce genre ait lieu. De la même façon, il y a une autonomie des universités, qui est à la base de cette tradition universitaire. Et donc les présidents d'université prennent des décisions en vertu de cette autonomie des universités. Il n'appartient pas à la ministre de l'Enseignement supérieur, et au nom de qui je parle, et je vous prie d'excuser son absence puisqu'elle est à un congrès sur l'intelligence artificielle avec le président de la République, il ne lui appartient pas de prendre directement ces décisions, cela relève des présidents. Et il n'en demeure pas moins qu'il est en effet dans notre rôle, et c'est ce que nous faisons, l'ensemble du gouvernement, de condamner ce qui s'est passé dans les deux cas. S'agissant de ce qui s'est passé à Paris 1, à la Sorbonne, il est tout à fait anormal d'être dans la situation d'intimidation d'une personnalité, M. Mohamed Sifawi, qui en effet se bat courageusement contre la radicalisation et qui avait monté un séminaire convenu en plus avec le CFCM, en aucun cas susceptible donc d'être considéré comme extrémiste d'une quelconque façon. Nous le déplorons, nous déplorons ce report et bien entendu nous suivrons cette affaire parce qu'il n'est pas normal d'en rester là. Il ne peut pas y avoir ainsi une victoire de ceux qui sont les ennemis de la liberté. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est maintenant Madame la Présidente Catherine Morin-Desailly pour le groupe de l'Union centriste. Bien. Monsieur le Président, ma question s'adressait à Madame la Ministre de l'Enseignement supérieur. Elle prolonge d'une certaine manière celle de Gérard Longuet. Il y a eu l'annulation, comme il l'a dit, par l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne de la formation sur la prévention de la radicalisation qui devait être dispensée fin novembre par l'écrivain et journaliste Mohamed Sifawi en raison d'un climat de pression et de menaces. Notre groupe s'est également inquiété de l'annulation de conférences le 24 octobre dernier par l'université Bordeaux-Montaigne où la philosophe Sylviane Agazinski devait s'exprimer sur, je cite, l'être humain à l'époque de sa reproductibilité technique dans le cadre de 8 conférences destinées, je cite toujours, à promouvoir un usage critique des savoirs qui permettent de penser ensemble notre monde et ses enjeux. Que se passe-t-il donc à l'université? Cette dernière manifestation a été annulée en raison, je cite les organisateurs, de menaces violentes émanant de groupes opposés aux positions de la philosophe sur les sujets actuellement en débat de la PMA et de la GPA. Le débat viendra bientôt au Sénat, pour lequel en amont sont auditionnés tous les points de vue, ce qui reste encore une des meilleures façons de se construire un jugement. Mais comment en sommes-nous arrivés là? Des faits choquants pour nombre de nos citoyens qui s'apparentent réellement à des prises d'otages par des activistes identifiés et qui font désormais régner ici et là une forme de terreur intellectuelle.
Monsieur le ministre, mes questions sont assez précises. Trouvez-vous normal que les présidents d'universités concernés, sans doute eux-mêmes menacés, aient été obligés de céder aux injonctions de ces individus? Mais pourriez-vous surtout nous dire du coup quelles sont les mesures très concrètes que vous comptez prendre pour garantir au sein de ces établissements la liberté d'expression et les conditions de débat d'idées serein? Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Morin-Desailly. En effet, votre question prolonge celle du président Longuet et me permet donc de prolonger ma réponse. D'abord, tout comme vous, évidemment, Frédérique Vidal et l'ensemble du gouvernement manifestent leur désapprobation de ce type d'actions extrémistes qui vont contre la liberté de conscience et contre la liberté d'expression. C'est tout à fait contraire à toutes les traditions universitaires. Je voudrais dire qu'il n'y a aucun laxisme de la part du gouvernement par rapport à ce type de manifestation. Si on prend un incident du même type qui a eu lieu il y a quelques semaines, qui était l'interruption d'une pièce de théâtre, Les Suppliantes d'Eschyle, qui ne correspond pas, que je sache non plus, à quelque chose d'inacceptable en quoi que ce soit. Eh bien, l'interruption de cette pièce de théâtre était évidemment totalement scandaleuse. Eh bien, la ministre, en compagnie du ministre de la Culture, Franck Riester, ont assisté, pour bien montrer leur désapprobation, à la représentation de cette pièce qui a eu lieu quelque temps plus tard. Parfois, c'est nécessairement avec un temps de retard que la réaction peut se passer parce que les choses se passent rapidement et dans le cadre de l'autonomie des universités. Dans les deux cas que vous avez cités, c'est-à-dire Bordeaux et Paris, il s'agit de deux cas différents. La ministre, bien entendu, suit ces deux cas. Dans le cas de Paris 1, la formation aura bel et bien lieu. Simplement, il est en effet normal de s'interroger sur le fait qu'il y a une sorte de censure sur une personne qui était prévue. Et là, je pense que c'est l'ensemble de la société civile de s'interroger sur ce que l'université fait dans ces cas-là. Dans le cas de Bordeaux, une nouvelle conférence sera organisée. La ministre y veille elle-même. Il est probable qu'elle s'en assurera personnellement avec la présidente de l'université, qui a eu comme premier souci le maintien de l'ordre public. Il faut bien comprendre que les présidents d'université sont dans cette situation, mais cette situation, en effet, renvoie au problème que vous avez mentionné, c'est-à-dire il y a des gens qui se mettent en situation de menace, en situation de rupture de l'ordre public, et ça n'est pas acceptable, et nous ne l'accepterons pas. Madame la Présidente. Voilà. Donc plus le droit de débattre, peut-être bientôt plus le droit de réfléchir. Cette montée de l'intolérance, mes chers collègues, est extrêmement préoccupante, surtout si elle doit aller parfois jusqu'à des menaces physiques, peut-être parfois plus. En tout cas, monsieur le ministre, vous en conviendrez, l'université doit vraiment rester le lieu de la dialectique et de la controverse, de l'accès au savoir et à la formation. Nous comptons sur vous et à madame la ministre Vidal pour que ça la reste ainsi. Je vous remercie. Merci Madame la Présidente. Bien, la parole est à notre collègue Philippe Pemezec pour le groupe Les Républicains. Monsieur le Président, bonjour, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues. Ma question s'adresse au très haut commissaire à la réforme des retraites. Vous travaillez depuis 2 ans, Monsieur le ministre, à une réforme des retraites. Et la semaine dernière encore, vous avez été désavoué par le Président de la République quant au modèle que vous proposiez. Vous aviez annoncé un aboutissement de la réforme avant les municipales, puis après les municipales, ce qui est plus sage, puis maintenant ça semble repousser au calende grec. Vous nous avez proposé de passer d'un système de répartition à un système de points. Vous avez annoncé la fin des régimes spéciaux. Mais on apprend par la presse que ça tangue au sein du gouvernement. Vous avez dit vous-même que l'option d'une réforme de régimes spéciaux pour les nouveaux entrants n'était pas votre tasse de thé. Elle était celle du président. En vérité, une seule chose semble sûre, c'est que vous avez fait le choix de la baisse du pouvoir d'achat des retraités, puisque les pensions ne seront pas revalorisées en 2020. Alors, Monsieur le Ministre, je crois que le temps est venu de tomber les masques, de regarder les Français dans les yeux, de leur dire la vérité, sans en même temps permanent, sans en même temps en permanence ménager la chèvre et le chou. Peut-être craignez-vous de revivre les grèves de 95. J'ai donc 2 questions. Êtes-vous prêt à proposer la suppression immédiate des régimes spéciaux, l'alignement des régimes du public sur ceux du privé, sans
décaler la réforme, quitte à introduire un peu de progressivité dans cette réforme? Deuxièmement, êtes-vous prêt à reconnaître que notre système de répartition ne peut être maintenu que s'il y a un allongement de la durée de cotisation, du fait simplement de l'espérance de vie qui s'allonge et du ratio qui s'aggrave en permanence entre bénéficiaires et cotisants? Merci, Monsieur le Ministre. Pour vous répondre, la parole est au commissaire aux retraites délégué auprès de la ministre de la Solidarité. Monsieur Delevoye, vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur, Monsieur Philippe, merci de me demander de préciser. Ce qui est intéressant, et ça ne vous a pas échappé, que depuis 2 ans, l'élaboration du rapport est restée strictement dans le même cap, mettre en place un système universel des retraites avec des principes extrêmement clairs, mêmes règles pour tous, carrière identique, cotisation identique, retraite identique, un régime universel qui a pour but de supprimer la totalité des régimes spéciaux, c'est écrit, en acceptant quelques dérogations et spécificités. Attendez, n'allez pas si vite que ça, parce que certaines demandes de spécificité sont celles que vous soutenez, je pense notamment aux militaires, je pense notamment aux fonctions régaliennes, mais je pense aussi aux indépendants, aux commerçants, dont l'application stricte de ces règles créerait un déséquilibre économique. Donc l'on voit bien que les choses sont extrêmement claires. La seconde, c'est que le calendrier a été très clairement fixé par le Premier ministre lors du Conseil économique, social et environnemental, et nous sommes aujourd'hui, avec 350 réunions, avec l'ensemble des ministres concernés, en train de regarder très concrètement comment ce principe universel auquel notre société soutient. Nos concitoyens veulent les mêmes règles pour tous, veulent les règles d'équité, veulent que leur retraite soit calculée comme celle de leurs voisins. Et ils veulent en même temps qu'on regarde très concrètement quelles sont les conséquences catégorie professionnelle par catégorie professionnelle. 350 réunions sont programmées et en même temps, nous ouvrons un certain nombre de débats. Je voudrais me permettre de vous corriger. Nous ne supprimons pas la répartition par un point, puisque le fait d'élever à 3 plafonds, c'est le niveau de répartition le plus élevé des pays développés. Et c'est là notre cœur, une solidarité intergénérationnelle à laquelle je sais vous êtes profondément attachés. La parole est au président Thani Mohamed Soilihi pour le groupe La République En Marche. Monsieur le Président. Depuis lundi, 200 cheminots du Technicentre de Châtillon ont également cessé le travail pour protester contre la remise en cause de 12 journées de repos compensatoires, projet qui a depuis lors été retiré. La méthode a été contestée car ce mouvement social inopiné, qui a débuté en pleine période de vacances scolaires, provoque d'importantes perturbations et la colère de millions d'usagers. En effet, si faire grève est un droit que personne ne conteste, il doit néanmoins s'exercer dans le respect de certaines règles permettant à la fois aux cheminots d'exprimer leurs revendications, mais également de limiter la gêne occasionnée pour les usagers en les prévenant notamment. Pouvez-vous nous indiquer quelles sont les mesures prises pour un dialogue social de qualité? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est au secrétaire d'État en charge des Transports, M. Jean-Baptiste Djebbari. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur, vous l'avez dit, la SNCF connaît des transformations profondes, transformation de l'entreprise elle-même au 1er janvier, évolution des métiers, ouverture à la concurrence, et ces transformations peuvent être source d'inquiétude pour les cheminots. Dès lors, il est essentiel qu'un dialogue social de qualité puisse s'y déployer, et je fais toute confiance à Jean-Pierre Farandou, qui prendra ses fonctions après-demain pour impulser une nouvelle dynamique au plus près des territoires, au plus près des préoccupations des cheminots. Pour la réforme des retraites que vous n'avez pas citée, mais qui fait l'objet de discussions avec les syndicats actuellement, je les recevrai jeudi, c'est-à-dire demain, avec Jean-Paul Delevoye, pour évoquer les modalités de transition vers le régime universel. Pour autant, et vous l'avez dit, force est de constater que les mouvements des dernières semaines n'ont pas respecté ni la lettre, ni l'esprit de la loi de 2007 sur les services publics, et ce, au détriment de très nombreux usagers et voyageurs et clients de la SNCF. Il revient à la SNCF, nous l'avons dit, et le Premier ministre a été clair sur le sujet, de prendre les mesures qui s'imposent pour les agents qui n'auraient pas respecté le cadre posé par la loi. Et s'agissant du Technicentre de Châtillon, le motif même
de la grève est aujourd'hui invalidé dans la mesure où le projet de réorganisation qui avait été proposé a été retiré depuis par la directrice régionale. Dès lors, les demandes de primes n'ont pas de justification, de même que les jours de grève ne seront pas payés. C'est en tout cas la position réitérée de l'entreprise et la position du gouvernement. Merci, Monsieur le Président. Et la parole est à notre collègue Jean-François Husson pour le groupe Les Républicains. Vous avez la parole, mon cher collègue. Monsieur le ministre, dure semaine pour les champions autoproclamés de l'écologie. Jeudi, la Cour de justice de l'Union européenne condamne la France en manquement pour avoir dépassé ses seuils limites de dioxyde de carbone de manière systématique et répétée après 10 années de procédure. Le même jour, votre ministère publiait un rapport accablant, publiant les mauvais résultats de la France en matière d'émissions de CO2, de dégradation de la biodiversité ou de la qualité des eaux souterraines. Ces faiblesses chroniques en matière environnementale sont à rapprocher de l'échec violent de votre politique fiscale, privilégiant une écologie punitive ayant mis le pays en très grande tension l'an passé à la suite d'une hausse brutale, non concertée et confiscatoire de la taxe carbone. Dans le contexte de changement climatique actuel et sur la base de ces mauvais résultats, et alors qu'en un peu plus de 2 ans, 3 ministres ont déjà été en charge de l'écologie, allez-vous mener une politique disruptive ou bien mettre vos pas dans ceux de messieurs Hulot et de Rugy? Merci. Pour vous répondre, la parole est au secrétaire d'État en charge des transports. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur, je vous prie d'abord d'excuser l'absence d'Elisabeth Borne qui est actuellement en déplacement pour l'après-midi. Monsieur le sénateur, le gouvernement a pris acte de l'arrêt du 24 octobre de la Cour de justice de l'Union européenne relatif au non-respect des normes de qualité de l'air pour le dioxyde d'azote. Mais vous n'êtes pas sans savoir que ce problème ne date pas d'hier. Et je rappelle tout de même que sur la période 2000-2018, les émissions d'oxyde d'azote ont baissé de 54% et que le nombre d'agglomérations concernées par les déplacements de la valeur limite a été diminué de moitié. Cela n'est pas suffisant et je veux vous assurer de la totale mobilisation du gouvernement sur le sujet. Cela passe par une mesure, en tout cas une série de mesures structurantes déjà engagées, telles que l'accompagnement au renouvellement du parc automobile, le développement de bornes électriques, l'aide aux particuliers pour renouveler les appareils de chauffage ou encore l'accompagnement financier des collectivités au travers des dispositifs de l'ADEME. Des nouvelles actions sont inscrites au travers notamment de la loi d'orientation des mobilités dont nous avons eu à débattre collectivement ces derniers mois. Ces actions portent sur le déploiement des zones à faible émission dans les métropoles, qui sera obligatoire dès lors que les collectivités dépassent régulièrement les valeurs limites. Action qui passe aussi par la mise en œuvre du plan vélo, qui, comme vous le savez, triplera même d'ici à 2024 la part des déplacements du vélo dans le transport du quotidien. Cela passe aussi par la création du forfait mobilité durable pour inciter les employés à utiliser le vélo ou le covoiturage pour leur trajet du quotidien, ou encore par la réduction des émissions des navires à quai au travers du plan Escale zéro fumée. Voilà, monsieur le sénateur, c'est bien ce gouvernement qui a proposé la mise en œuvre de ces mesures pour apporter une solution aux conséquences dramatiques de la pollution de l'air. Monsieur Husson. Monsieur le ministre, sur la pollution de l'air, Commission européenne, Cour de justice, Conseil d'État, 3 cartons jaunes, vous êtes clairement hors jeu et nous sommes à la veille d'avoir un carton rouge pour une condamnation financière. Sur les mobilités, au mois de juillet, vous avez décidé, 6 mois après la décision de la prime à la conversion, de changer les règles. Honnêtement, ça ne se fait pas et en plus, alors qu'on vient de décider d'une nouvelle loi d'orientation sur les mobilités, vous ne permettez pas aux intercommunalités de conduire leur politique en les soutenant. Sur le crédit d'impôt transition énergétique, vous venez de sortir pratiquement la moitié des Français du dispositif d'aide et de soutien, alors qu'il faut aujourd'hui regarder la réussite de l'étiquette énergétique. Enfin, sur l'agriculture, nos paysans aujourd'hui, notre agriculture a besoin d'être soutenue. Elle est dans la transition écologique. Elle travaille pour la réussite et la qualité alimentaire, alors qu'effectivement, plus d'un tiers des agriculteurs n'ont pas 450 € par mois. Permettez-leur, 1, de les accompagner, 2, de lutter contre l'agribashing, et 3, et enfin, qu'ils puissent vivre dignement de leur travail. Enfin, je constate une chose, c'est que vous passez votre temps à annoncer que vous voulez verdir votre politique, mais vous vous contentez en fait de la vernir. C'est trop peu. Merci.